proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 minutes pour mon e-commerce, donc c'est une série de webinaires tous les mardis à 13 heures jusqu'à fin septembre. Nous vous présenterons chaque semaine en une demi-heure des solutions concrètes et des outils pratiques pour les petites entreprises. L'objectif est de vous aider à traverser donc cette crise sanitaire et à transformer votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant Nicolas Balédier, spécialiste des solutions de e-commerce, répondra à cette question sur les bases juridiques pour un e-commerçant. Il s'agit donc des conditions générales de vente, délai de rétractation, protection d'une marque, Amazon Brand Registry, nom de domaine, etc. Il vous présentera donc les solutions concrètes et à noter, vous pourrez donc poser vos questions tout au long de la demi-heure sur le chat et des réponses vous seront apportées à la fin de l'échange. Voilà, je laisse la parole à Nicolas Balédier. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du juridique et du juridique qui impacte quelqu'un qui veut faire du e-commerce. Donc on va voir plusieurs points et en sachant que vous pouvez poser toutes vos questions pour aller plus loin dans la partie questions-réponses. Alors, premier point, déjà, est-ce qu'il faut être professionnel pour vendre en e-commerce? Alors, on va dire oui, il faut être professionnel dans l'absolu. C'est-à-dire que en tant que particulier, vous avez le droit de vendre en e-commerce si vous avez acheté quelque chose, par exemple, vous avez fait une collection de pierres, vous achetez des pierres, à un moment donné, vous décidez de revendre vos pierres, vous avez le droit parce que quelque part, vous avez fait cet achat pas dans l'objectif de revendre. Par contre, si vous achetez des produits dans un objectif de les revendre, vous êtes obligé d'avoir un format, on va dire, société, à minima micro-entreprise, auto-entrepreneur, ou un format société, entreprise individuelle, SARL, SA, peu importe après le type de statut. Donc faire attention également, Amazon par exemple peut vous induire en erreur dans les plans que vous choisissez, les abonnements que vous choisissez chez Amazon. Vous avez un plan qui s'appelle individuel ou professionnel et donc du coup ils vous incitent ils vous disent quelque part que vous pouvez vendre en tant que particulier. Attention, en tant que particulier, si vous faites de l'achat-revente de produits, vous devez être inscrit au registre du commerce et donc avoir un statut approprié. Autre point, quand on commence en e-commerce et les gens qui veulent se lancer ne connaissent pas toujours les apports en fait d'une marque par rapport à un nom de domaine. Alors le nom de domaine, ça va être l'adresse de votre site e-commerce. Vous pouvez l'enregistrer sur ce qu'on appelle un registrar, donc en ligne. Vous allez choisir le nom de votre boutique. Par exemple, à l'écran, on vous présente babola.com. Bon, vous allez déposer un nom de domaine. Et ce n'est pas parce que vous pouvez déposer un nom de domaine que vous avez le droit de l'exploiter derrière. Ça veut dire que si jamais il y a une marque qui est enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle, et bien la marque est plus forte que le nom de domaine. Ça veut dire que si jamais la marque existe et protège donc ce nom-là, même si vous pouvez le déposer, c'est pas pour ça que vous pouvez l'exploiter. Prenons un exemple, vous pouvez déposer Peugeot.tv et vous essayez de faire une chaîne sur l'automobile. Eh ben, la marque Peugeot a été déposée, elle a sans doute choisi la classe de produit que vous voulez exploiter, et du coup, c'est pas parce que vous pouvez déposer un nom de domaine que vous pouvez utiliser ce nom de domaine et parler d'un sujet ou vendre des produits sur un sujet donné. Donc du coup, faire attention à cet aspect-là. Première chose, quand on veut se lancer en e-commerce, c'est aussi de voir sous quel nom, quelle marque, et comment se protéger en déposant d'abord la marque avant d'avoir un nom de domaine approprié. Déposer une marque, ça se passe à l'INPI, donc vous pouvez le déposer en ligne. Je vous ai indiqué l'URL à l'écran, donc sur inpi.fr, vous allez dans le dépôt de marque et vous pouvez déposer une marque. Et à la fin, vous aurez donc un récépissé. Il y a un processus, donc souvent on fait une recherche d'antériorité avant pour voir si c'est la marque qu'on imagine, le nom qu'on souhaite donner à son entreprise ou au produit qu'on veut décliner. S'il y a une marque qui existe déjà avec ce nom-là par rapport à la classe d'objet que vous voulez protéger et ou une marque approchante en termes de son ou de modèle. Et donc, dans ce cadre-là, de voir si du coup, il y a un risque en fait que la marque qu'on souhaite déposer ne soit pas retenue, voire soit attaquée par d'autres personnes qui ont déposé des marques qu'ils trouvent trop approchantes par rapport au nom que vous voulez choisir. Donc là, c'est un processus. Alors, le coût, on va dire en fonction du nombre de classes, c'est-à-dire que quand on dépose une marque, on sélectionne des catégories dans lesquelles on veut protéger ses produits. Donc, si vous vendez, je sais pas, de la maroquinerie, vous allez choisir des classes
en lien avec avec le cuir, avec les objets usuels, etc. Vous allez choisir différentes classes pour protéger votre marque. Donc là, en l'occurrence, à l'écran, on a mis Minorque Lifestyle, c'est une marque qu'on a déposée. Et après, il y a un processus. Vous allez faire une recherche d'antériorité, vous allez déposer après votre marque. En gros, si vous le faites vous-même, ça va vous coûter entre 200 et 300 euros en fonction du nombre de classes que vous voulez déposer. Et donc, c'est valable pour 10 ans. Et après, vous devrez renouveler au bout de 10 ans. Et après, il y a un processus, c'est-à-dire que, en gros, ça va prendre 6 semaines le temps de déposer la marque, de l'enregistrer, de recevoir le récépissé. Et après, il y a un délai de 2 mois où les tiers ont le droit de réfuter votre marque, de dire non, on n'est pas d'accord, on s'oppose à l'enregistrement de cette marque. On a une marque qui est approchante ou qui est similaire sur cette classe de produits-là. Et après, il y a l'enregistrement au bulletin officiel qui prend encore une période un peu plus longue. Donc, à minima, ça veut dire que si vous voulez vendre des produits sous un nom de marque, bien anticiper qu'il faut au moins 3 mois pour être déjà à un premier degré de certitude que vous avez le droit d'exploiter cette marque-là et qu'elle vous appartient. Cet enregistrement de marque aussi, ça se décline dans les places de marché. Imaginons que vous allez vendre sur Amazon. Amazon, ils ont un système qui s'appelle l'Amazon Brand Registry, qui est un système en fait d'enregistrement et de protection de marque. Donc, pour faire un dépôt en fait chez Amazon, qui va être gratuit et donc dire ben voilà, ça c'est ma marque, il faut être capable de fournir le dépôt de marque de l'Institut national de la propriété intellectuelle ou de son équivalent européen ou américain, et afin que Amazon considère que vous êtes bien le titulaire, le propriétaire de cette marque, vous avez le droit de l'exploiter. Et donc, du coup, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a d'autres vendeurs qui essayent d'utiliser la marque que vous avez déposée, vous aurez le droit de solliciter Amazon et qui leur interdira de vendre ce type de produit. Ça, c'est un point intéressant. Autre point, quand on fait de l'e-commerce, pour vendre sur les places de marché, il n'y a pas que le côté juridique qu'on a commencé à aborder, il y a également un côté très pratique, c'est l'identification des produits. Donc, les produits, en fait, doivent, sur les places de marché, on est un petit peu pratique, doivent avoir un code produit. Ce code produit, c'est ce qu'on appelle l'EAN. Et cet EAN, en fait, vous devez vous inscrire dans une association qui s'appelle GS1, qui va vous permettre, en fait, d'avoir des tranches d'EAN, donc des listes de numéros que vous allez, donc, du coup, affecter à vos différents produits, qui vous permet, en fait, d'avoir une traçabilité qui est le propriétaire de ce produit-là et qui a le droit du coup de le vendre. Donc pour avoir ces EAN, ça suppose de faire une demande à GS1. Le prix va dépendre de la tranche de chiffre d'affaires de l'entreprise et des services que vous voulez derrière. C'est un point qui est assez important, en sachant que ce code, c'est ce qui va générer ce qu'on appelle les codes barres, pour utiliser une douchette. Et c'est EAN à 13 chiffres, si on parle de l'Europe, intègre une partie qui est un préfixe entreprise, donc ça va être votre code entreprise, donc ça va bien dire que ce sont des produits vendus par votre entreprise et vous avez le droit de le faire, un code produit et une clé de contrôle qui va être un numéro de contrôle calculé sur la base des autres chiffres. Donc voilà, et le tarif va dépendre d'autres tranches de chiffre d'affaires, ça démarre à en gros 89 € hors taxe par an pour bénéficier en fait du droit d'accès à GS1 et d'avoir un premier listing de EAN pour protéger vos produits. Un autre côté très pratique, dès qu'on fait de l'e-commerce, ça va être les mentions légales. Au niveau d'un site e-commerce, vous êtes obligé d'avoir un ensemble d'éléments juridiques, dont les mentions légales, dont les conditions générales de vente. Et au niveau des mentions légales, vous allez devoir faire apparaître des points clairs. Quelle est la société qui édite le site e-commerce qui vend, quel est son numéro d'enregistrement au SIRET, enfin son SIRET, donc son enregistrement au registre du commerce des sociétés. Vous allez devoir indiquer le numéro de TVA intracommunautaire, donc le numéro de TVA, l'adresse du site bien sûr, le directeur de la publication et ou de la rédaction, mais également d'autres aspects qu'on oublie parfois. Vous allez devoir mentionner qui héberge votre site. Donc souvent on passe par un hébergeur, une autre société, un tiers qui va héberger votre site. Donc vous devez mentionner dans les mentions légales quel est l'hébergeur et quelle est son adresse à minima, voire ses coordonnées du site e-commerce. Vous allez devoir aussi indiquer votre numéro d'enregistrement à la CNIL, la Commission nationale
informatique et liberté, notamment par rapport à tout ce qui est RGPD et protection des données. Donc en fait, quand vous faites de l'e-commerce, vous devez stocker des informations liées au consommateur particulier, et ces informations, que ce soit son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, son email, vous allez les capitaliser. Ce sont des données personnelles, et ces données personnelles-là, vous devez faire une déclaration à la CNIL pour dire, ben voilà, j'ai une base de données qui contient telle et telle information, et du coup avoir un numéro d'enregistrement CNIL. Autre point, en fonction des professions, certaines professions sont réglementées. Si vous êtes dans un univers de professions réglementées, imaginons, je sais pas, vous soyez expert comptable, vous faites un site, vous devez mentionner les aspects de réglementation et de contrôle propres à votre profession. Également, si votre société connaît une grosse difficulté et est en liquidation, donc les gros événements de la vie d'une société, vous devez les mentionner au niveau de vos mentions légales. Un point important que beaucoup de sites oublient, c'est l'obligation d'indiquer qui est votre assureur professionnel. Imaginons que vous ayez une responsabilité civile professionnelle, vous soyez assuré, par exemple, au titre de votre activité professionnelle d'e-commerçant, eh bien, vous devez mentionner quelle est votre compagnie d'assurance au niveau de vos mentions légales. Un autre point, c'est ce qu'on appelle la RGPD, donc il y a le règlement général sur la protection des données. Ça, c'est une directive européenne qui a été traduite dans les différentes législations du pays, qui a pour objectif de protéger le consommateur, les données personnelles du consommateur et l'exploitation de ces données personnelles. Vous, en tant que e-commerçant, ça va vous impacter. Alors, première chose, vous allez devoir identifier les données personnelles que vous collectez sur votre site. En général, c'est les formulaires, c'est dans le tunnel de vente, pour livrer un colis, par exemple, à un client, en général, on va avoir besoin de son adresse, éventuellement son numéro de téléphone, son email. Donc, ce sont des données personnelles. Il faut les capitaliser par un formulaire, mais du coup, il faut être clair pour vous de savoir quelles données personnelles vous capitalisez sur vos clients. Vous allez devoir obtenir ce qu'on appelle un consentement éclairé. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir, comme on le voyait par le passé, une simple case à cocher qui est déjà pré-cochée, qui exprime l'accord du consommateur. Il faut quelque chose de volontaire de la part du consommateur qui donne l'autorisation de capitaliser ces données personnelles. Autre point, vous allez devoir tenir compte de ce qu'on appelle des nouveaux droits des consommateurs, et notamment le droit de portabilité. Ça veut dire que le consommateur a le droit de savoir quelles sont les données que vous avez capitalisées sur lui, quelles sont les données personnelles que vous avez, et éventuellement avoir accès à un droit de rétractation ou d'effacement de ces données ou de non-usage dans certains cas. Autre point, vous allez devoir être très vigilant avec vos sous-traitants. Ça veut dire que la RGPD, elle introduit une notion de responsabilité solidaire. Ça veut dire que, imaginons que vous passiez par une société pour faire de l'email marketing, etc., et que du coup, votre fichier client, il l'exploite pour faire des choses. Ça veut dire qu'il faut que vous les interrogiez pour savoir s'ils respectent bien la RGPD, parce que vous pouvez être vous êtes solidaire avec eux et c'est sous votre responsabilité. Et s'il y a un problème à un moment donné de fuite de données ou de mauvaise exploitation ou de revente de données personnelles non autorisées, vous pouvez être solidairement responsable, voire pénalisé. Autre point, vous allez donc du coup devoir tenir un registre de traitement des données, donc être capable de cartographier voilà, quels sont les processus dans votre site e-commerce, quelles sont les données que vous capitalisez, qu'est-ce que vous en faites derrière, comment vous les stockez, est-ce qu'elles sont effacées au bout d'une période donnée, etc. Vous allez devoir aussi nommer un DPO, ce qu'on appelle un Data Protection Officer, donc en gros quelqu'un dans l'entreprise qui est en charge du respect de cette RGPD. Ça peut être le chef d'entreprise, mais ça peut être n'importe quel autre collaborateur de l'entreprise. Autre point, vous allez devoir du coup mettre à jour vos mentions légales parce qu'il faut mentionner ces aspects en lien avec la RGPD dans vos mentions légales comme on l'a vu précédemment. Et bien évidemment, personnaliser vos formulaires de collecte d'informations de vente, de telle façon de capitaliser vraiment que les données personnelles dont vous avez réellement besoin, essayer de limiter les choses pour montrer votre bonne foi par rapport à ces données-là. Alors ça peut sembler un peu touffu, mais c'est un point qui est très important. Ça veut dire qu'il faut être à même déjà d'avoir un bio
quelqu'un de responsable, savoir quelles données vous capitalisez, après où vous les stockez, qu'est-ce que vous en faites, au bout de combien de temps vous les effacez ou vous les anonymisez, et puis qu'est-ce que vous enclenchez aussi vis-à-vis de vos sous-traitants pour vous assurer qu'ils respectent la RGPD. Autre chose, il faut mettre en place un droit de rectification, d'effacement ou d'opposition, donc lié à cette portabilité. Donc ça veut dire qu'un consommateur qui vous sollicite pour savoir quelles données vous avez sur lui, vous devez lui répondre, et s'il demande un effacement ou une correction, il faut faire le nécessaire. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'il y a quand même un cadre qui est très important, et en e-commerce, on est obligé d'avoir des données personnelles si on veut livrer un client particulier, et notamment son adresse, son numéro de téléphone, son email, et donc il faut se mettre en conformité avec la loi par rapport à ça. Autre point, les conditions générales de vente. Alors, un premier point dans lequel il faut faire attention, les conditions générales de vente, c'est que la langue soit compréhensible par le consommateur, notamment pour ceux qui vont faire des ventes à l'étranger. Si vous avez des conditions générales de vente qui sont en français et que vous vendez en Italie, eh bien, vous pouvez avoir un tribunal à un moment donné, vous avez un litige avec un consommateur qui peut dire, oui, ok, les conditions générales de vente, sauf qu'elles sont en français, ce n'est pas une langue qui est maîtrisée par le consommateur, donc, entre guillemets, elles sont caduques, et du coup, vous pouvez perdre votre arbitrage. Donc, du coup, si vous faites de l'international, à minima, avoir des conditions générales de vente en anglais. Après, dans les conditions générales de vente, vous allez devoir mettre un certain nombre d'informations. Bien évidemment, les informations sur qui vend, l'identité du vendeur, le nom de la société, le SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire, l'adresse, etc. Donc, coordonnées téléphoniques, adresse, les modalités de paiement, d'expliquer comment se passe le paiement et comment il est sécurisé, les modalités de livraison, ça c'est un point qui est très important. Si vous avez plusieurs options de livraison à domicile, en point relais, en express, vous devez spécifier les modalités de livraison qui sont proposées aux consommateurs, l'existence de garanties légales, donc si vous avez des garanties à porter, donc il faut le spécifier à ce niveau-là, et bien évidemment l'existence d'un droit de rétractation, donc le consommateur peut avoir accès à ses données personnelles. Les modalités d'exercice de ce droit de rétractation, ça veut dire concrètement comment il fait, est-ce qu'il y a une adresse email spécifique à mettre en place et à contacter, au bout de combien de temps vous vous engagez à répondre et à faire le nécessaire au niveau des données personnelles. Évidemment, les modalités de règlement des différends entre le professionnel que vous êtes, e-commerçant, et les consommateurs. Ça veut dire qu'il y a maintenant un système qui nécessite de mettre en place ce qu'on appelle un service de règlement des litiges, litigation légale, et on va le voir. Donc, dans ces conditions générales de vente, attention à la langue du contrat, si vous faites de l'international, et attention aussi à un point au tribunal qui va être compétent ou à la structure qui va être en charge d'arbitrer un litige entre le consommateur et vous. Donc, il y a plein de pays qui ont plus une culture de l'arbitrage, de trouver un compromis, et donc du coup, il faut spécifier à la fois la structure qui va faire l'arbitrage et le tribunal qui va être compétent par rapport à une vente. Par exemple, si vous faites une vente en Portugal, quel tribunal va être compétent. Donc là, n'hésitez pas à faire appel à votre avocat pour faire des choix au niveau des tribunaux, au niveau de l'arbitrage. Un point très pratique dans la vente e-commerce, c'est la façon de conclure un contrat. Quand vous achetez quelque chose, en fait, quelque part, vous avez une contractualisation. Cette contractualisation, c'est ce qu'on appelle le double clic en e-commerce. Un premier clic, c'est-à-dire que je sélectionne un produit, sa taille, etc. Il m'intéresse, je suis prêt à l'acheter. Je vais avoir un clic où je valide la commande. C'est le premier clic. Suite à ça, le consommateur doit avoir la possibilité de vérifier quel est exactement le contenu de sa commande, le produit, sa taille, son prix, les frais de port, les délais de livraison, bref, toutes les informations liées à sa commande. Il y a un deuxième clic d'acceptation de l'offre. Donc là, c'est à ce moment-là qu'est réellement conclu le contrat de vente par ce deuxième clic. Et le e-commerçant doit obligatoirement envoyer un accusé de réception par voie électronique très rapidement. C'est ce que vous avez tous vécu en faisant une commande en ligne.
on reçoit rapidement après un email qui dit merci pour votre commande, j'accuse réception, blablabla, etc. Voilà, c'est ça la contractualisation. En fait, c'est une déclinaison de l'article 1127-2 du Code civil pour l'e-commerce. Autre point important, en e-commerce, vous avez un délai de rétractation qui est de 14 jours. Le législateur considère que qu'on ne peut pas toucher le produit, donc du coup, il est complètement logique et nécessaire qu'il y ait un délai de rétractation de 14 jours pour les particuliers. Mais attention, ces 14 jours, alors, sont un peu différents si c'est de la vente de produits ou de services, mais surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est un délai de rétractation de 14 jours francs. Donc, si la demande arrive un jour à 10 heures du matin, quelque part, ça va commencer les 14 jours le lendemain et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un point qui est important. Protection de consommateurs, il y a un délai de rétractation qui s'impose à toutes les structures, toutes les personnes qui vendent des produits ou services en e-commerce. Autre point, le service de médiation des consommateurs. Alors, il y a depuis donc le 1er janvier 2016 une obligation qui s'impose à tous, qui est de nommer un service de médiation qui a pour objectif en fait de résoudre des litiges entre le consommateur et l'e-commerçant. Donc là, plusieurs possibilités. Alors déjà, c'est une obligation légale. Donc vous êtes obligé d'avoir un service de médiation. Donc il y a plusieurs façons de le mettre en place. Il y a la Commission européenne, donc sur le site ec.europa.eu, qui a mis en place une plateforme RLL, donc de règlement des litiges, qui est gratuite et qui permet du coup de respecter la législation et de proposer ce service-là de telle façon qu'un consommateur qui a un litige va pouvoir du coup s'adresser à cette plateforme et donc la plateforme va trouver une façon de régler le conflit entre l'e-commerçant et le consommateur. Vous avez d'autres possibilités de faire. Il y a la FEVAD, donc qui est la Fédération de la vente à distance et de l'e-commerce, qui propose ce type de service à ses adhérents de façon payante. En fonction de votre tranche de chiffre d'affaires, vous avez un coût annuel. Également, il y a pas mal de services privés. Donc, en fonction du volume de chiffre d'affaires que vous faites et de services que vous souhaitez, en fait, rapidité de service, qualité d'accompagnement dans le règlement des litiges, vous allez choisir telle ou telle option. Mais c'est une obligation. Donc, même si vous êtes un petit site d'e-commerce, il faut mettre en place un service de règlement des litiges, donc à minima un service gratuit qui existe, mais vous devez le mentionner et le consommateur doit être averti, il doit savoir où il doit s'adresser pour régler un litige entre vous et lui. Un dernier point qui est très important, qui arrive donc en juillet 2021, donc quelques jours, et en fait il y a une déclinaison d'une directive européenne, c'est ce qu'on appelle le pacte TVA e-commerce. Donc là, il y a un gros changement qui arrive demain et la plupart des structures, des sociétés qui vont être impliquées ne sont pas au courant au jour d'aujourd'hui. Pourtant, ça fait longtemps que c'est mis en place, enfin, que c'est voté et ça aurait dû être mis en place au 1er janvier 2021. Qu'est-ce que ça dit ce pacte TVA e-commerce? Alors, première chose, ça veut dire que si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires en vente à distance auprès de particuliers dans la communauté européenne, vous allez être non seulement obligé de vous inscrire à une plateforme unique qui s'appelle l'OSS pour enregistrer votre société et déclarer votre TVA. Et si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel auprès de particuliers en e-commerce, particuliers ou professionnels d'ailleurs, vous allez du coup après devoir appliquer le taux de TVA des différents pays de l'Union européenne. Donc ça veut dire que les ventes que vous allez faire en Espagne, vous allez les facturer avec un taux de TVA espagnol, les ventes que vous allez faire en Italie avec un taux de TVA italien, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire 10 000 euros, c'est pas énorme. Hein. Donc, ça veut dire que non seulement vous devez vous enregistrer, mais vous allez devoir, du coup, en fait, payer vos TVA et surtout faire des factures avec le bon taux de TVA. Alors, le taux de TVA classique, on va dire, sur la vente de produits, c'est 20% en France, c'est 21% en Espagne, 22% en Italie. Ça veut dire qu'il faut avoir des facturations avec les bons taux de TVA et après, c'est la plateforme qui va ventiler la TVA entre les différents pays européens. Autre point, il y a des incidences en fait sur l'importation et notamment la fin
des exonérations liées aux échantillons et au système d'auto-liquidation de la TVA. Donc, ça veut dire qui arrive au 1er janvier 2022. Donc, ça joue aussi sur vos importations de produits, voire ça va jouer sur les ventes, en fait, par exemple, plein de vendeurs chinois qui vendaient, en fait, ils étaient passés sous une notion d'échantillon, du coup, ne payaient ni TVA, ni de frais douaniers. Du coup, il y a une régularisation de tout ça et la mise en place de services assez efficaces à partir de juillet 2021, donc demain. Voilà dans les grandes lignes. Et maintenant, écoutez, on va passer aux questions-réponses. Voilà. Bonjour à tous. Donc j'ai pu répertorier un certain nombre de questions. Je ne sais pas si on pourra y répondre. Je vous laisse notamment aussi l'adresse mail de Nicolas Baladier. Éventuellement, si vous n'avez pas pu avoir des réponses sur ce webinaire, vous pouvez toujours le relancer. Je mettrai à nouveau son adresse afin que vous puissiez communiquer directement vos questions spécifiques ou générales. Donc, Nicolas, première question, notamment c'est comment savoir si une marque est déposée? Et éventuellement, voilà, comment savoir si une marque est déposée et même dans la continuité, est-ce vraiment utile de déposer une marque en tant que petite entreprise? Alors, là, il y a des arbitrages. Alors, comment savoir si une marque est déposée? Vous avez des systèmes de recherche d'antériorité des marques au niveau de l'INPI. Donc, si vous allez sur le site INPI, vous pouvez faire des recherches d'antériorité. Alors, en général, ces recherches, c'est la marque exacte. C'est-à-dire que vous allez chercher une marque Minorque Lifestyle. Vous tapez Minorque Lifestyle, vous regardez et c'est une recherche par mots-clés. Il va vous dire quelles sont toutes les marques qui ont le nom Minorque dedans. Et donc après, il faut croiser les choses avec les catégories de publication. C'est-à-dire que quelqu'un a pu déposer Minorque Lifestyle sur la partie, je ne sais n'importe quoi, tourisme, et vous allez vendre un produit de maroquinerie. Bon, du coup, vous avez le droit, vu qu'ils n'ont pas protégé la marque sur la classe considérée. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs marques qui cohabitent avec le même nom si elles ne sont pas sur les mêmes classes de produits. Ça, c'est une possibilité. Donc, il faut faire cette recherche d'antériorité à partir d'un moteur de recherche qui est dans le site de linpi.fr pour voir quelles sont les marques qui intègrent les mots-clés qui ont du sens que vous allez intégrer dans votre nom de marque. Après, c'est pas parce que il y a aussi des approches par similarité au niveau de la phonétique ou au niveau des visuels que vous avez utilisés. Et donc, parfois, ça peut être trop proche en termes de phonétique ou en termes de visuel que vous allez faire pour votre logo ou pour votre marque. Et donc, du coup, il faut bien regarder tous les aspects. Donc, en amont, vous pouvez faire une recherche d'antériorité. Après, protéger ou pas, je dirais, ça dépend de l'objectif. Si vous voulez vendre en ligne sur votre propre site et que vous êtes en phase de démarrage, peut-être que c'est pas nécessaire dès le début. Par contre, si vous voulez vendre, par exemple, sur Amazon et que vous voulez protéger vos produits et que d'autres vendeurs puissent pas se raccrocher à votre fiche et vendre le même produit parce qu'ils vont le trouver chez un fabricant ou un produit similaire, essayer de vous phagocyter vos ventes, ça peut être utile d'avoir une marque. Donc là, ça dépend vraiment de la stratégie. Ce qu'il faut voir, c'est que soit la marque, vous pouvez la déposer tout seul en faisant pas très compliqué. Et en gros, ça va coûter entre 190 et 300-400 euros en fonction du nombre de classes que vous allez protéger. Et après, sinon, vous pouvez passer par un conseil en propriété intellectuelle qui peut vous faire cette étude en amont de recherche d'antériorité, vous conseiller dans la rédaction de la marque et dans les classes à choisir. Sinon, vous pouvez aussi fonctionner par analogie, trouver une marque similaire, vous trouvez plusieurs dans votre champ de produits, allez voir comment ils ont rédigé leur protection et quelle classe ils ont choisi et le faire par vous-même. Ça, c'est un choix, mais il y a des conseillers en propriété intellectuelle et vous avez des permanences gratuites
au niveau régional, au niveau des structures qui gèrent tout ce qui est propriété intellectuelle, donc pour avoir un conseil de premier niveau gratuit qui peut après vous orienter sur un professionnel. Il y a beaucoup de questions. On va essayer de prendre en compte un maximum de questions. Alors, là, c'est une question un peu plus spécifique concernant les éditeurs, notamment de livres. Est-ce qu'il est indispensable de déposer sa marque, sachant qu'on a des livres publiés avec un dépôt légal? Je pense style ISBN. L'ISBN, Non, oui, donc, voilà. alors l'ISBN, c'est l'équivalent de l'EN, on va dire, dans les produits classiques, ça s'appelle l'ISBN au niveau de. En fait, la marque, ça dépend. Si vous êtes par exemple une maison d'édition, vous créez une micro-maison d'édition, même si vous avez des enregistrements Ouais, ISBN. pour les éditeurs, hein. Là, c'est pour les Mais- éditeurs. Donc voilà, donc pour un éditeur, l'ISBN ne vous protège que par rapport au titre, au livre, etc. En tant que société maison d'édition, il faut protéger votre marque. Non, rien n'empêche quelque part une maison d'édition d'avoir un nom qui est proche du vôtre, voire similaire au vôtre, et après vous aurez du mal à vous défendre. Donc du coup, c'est pas le fait d'avoir un ISBN, d'avoir un enregistrement professionnel en tant qu'éditeur de livres, ça vous protège pas suffisamment. Il faut avoir une protection de marque. Et je dis n'importe quoi, Hachette, Hachette, ils ont une marque Hachette qui est protégée, plus après plein d'autres biens publiés avec des ISBN, avec des droits d'auteur, avec tout ce que vous voulez. Mais la marque, elle est importante en tant que maison d'édition. D'accord. Autre question, c'est concernant les bases de données clients. Oui. Que risque-t-on si cette base de données avec les informations des clients est piratée? Alors déjà avec la RGPD, donc ça veut dire que votre base de données client, elle doit être déclarée auprès donc de la CNIL, et dans la RGPD, vous avez aussi une obligation, alors de mémoire, hein, vraiment de mémoire, vous avez 24 à 72 heures pour signaler un piratage. Donc imaginons que vous constatiez que vous êtes attaqué et qu'ils ont pu accéder à une base de données client. Vous avez 72 heures, 24 à 72 heures pour le déclarer auprès de la CNIL. Après, il y a des, donc ça c'est des obligations. La RGPD, c'est une obligation légale. Donc ça veut dire que derrière, il y a des amendes potentielles, voire des peines de prison pour les personnes qui ne respecteraient pas. Alors jusqu'à présent, ouais. Donc, je me permets d'avancer par rapport à cette question. Donc, Ouais. est-ce obligatoire de faire une déclaration à la CNIL? Parce que la plupart des commerçants et artisans ont déjà des fichiers clients avec des données perso. Il faut quand même faire une déclaration alors. Alors, déclaration CNIL, oui, c'est notamment si vous avez des systèmes en ligne qui vous permettent en fait de capitaliser des informations personnelles sur vos clients. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez un site avec un formulaire, la personne va renseigner des choses, et derrière, vous avez une base de données, vous stockez ces informations, enfin une base de données ou même, peu importe le système, vous êtes en théorie, vous êtes obligé de déclarer quelles données vous capitalisez par rapport à vos clients et comment, voilà, pour respecter la RGPD. Oui. Alors, est-ce que, par exemple, là, il y a un participante qui pose la question. Voilà, j'ai un site internet avec un hébergeur type Jimdo. La RGPD est-elle respectée ou est-ce qu'il faut demander des détails sur la protection des données sur notre site? Alors, c'est-à-dire que on fait appel à un hébergeur. Oui, il y a deux choses. C'est-à-dire que on a vu le principe de solidarité. C'est-à-dire que vous êtes le propriétaire du site et donc c'est vous qui êtes responsable. Par contre, vous sous-traitez une partie qui est le stockage de votre base de données, l'hébergement de votre site, etc., à un hébergeur qui s'appelle, je sais pas, OVH, One on One, ou peu importe après l'hébergeur. Et ben il faut que vous renseigniez auprès de l'hébergeur pour au titre de la RGPD, voir qu'est-ce qu'ils mettent en place par rapport à ça, et que vous cartographiez également les informations, où est-ce qu'elles sont stockées et au bout de combien de temps éventuellement elles sont effacées ou anonymisées
pour être à même de garantir que voilà, si jamais il y a un problème, vous essayez de tout faire pour essayer de limiter le problème et surtout vous faites en sorte que ces données personnelles ne soient pas exploitées par des tiers, même si vous n'avez pas donné l'autorisation. Donc ça veut dire que vous êtes et c'est nécessaire de contacter son hébergeur pour voir quelle politique de RGPD il applique par rapport aux données quelque part que vous lui confiez en termes de prestation de service. Donc là, une autre question, je vais essayer de synthétiser, mais c'est concernant les contrats de médiation. Oui. Un participante qui pose la question, je suis traiteur et j'ai un contrat de médiation, je vais vendre mes bocaux en ligne, puis-je mentionner la même médiation? Alors, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir un service de médiation. Donc ça, c'est l'obligation en tant que e-commerçant. Vous vendez en ligne, vous êtes obligé d'avoir un service de médiation. Si votre service de médiation, vous l'avez déjà souscrit, n'importe quoi, même imaginons que ce soit, en fait, les services de médiation sont enregistrés, il y a un portail qui recense tous les services de médiation qui ont été accrédités par l'État. Donc du coup, voilà, si votre service de médiation, il est dans la liste de ce qui est autorisé, ben, pas de souci, vous pouvez utiliser le même service de médiation quelque part que les gens viennent chez vous sur votre activité de traiteur ou en ligne, vous commandent des produits, il n'y a pas de souci. C'est juste de voir voilà si votre service de médiation, parce que dans l'absolu, le service de médiation, ça pourrait être votre avocat qui vous assure un service de médiation. Après, voir si ce service-là est enregistré au titre des services de médiation labellisés par l'État pour tout ce qui est vente en ligne. D'accord. Concernant les délais de rétractation sur une base de 14 jours, Oui. est-ce qu'il y a des mesures ou quelle est la création des mesures concernant ces 14 jours de rétractation? Le fait de se rétracter. Ça veut dire que bon, il faut que vous soyez conscient de ça. 2, il faut que vous communiquiez que ce droit existe en fait auprès de vos consommateurs sur votre site et au niveau des conditions générales de vente. 3, il faut surtout le mettre en place concrètement, telle façon que quand quelqu'un demande par exemple, dire bah, tiens le produit me convient pas, je suis dans les délais, je suis dans les 14 jours, qu'est-ce que vous mettez en place derrière pour récupérer le produit, rembourser le client et donc lui permettre en fait d'exercer ce droit à la rétractation. Donc après, c'est très pratico-pratique. C'est juste être bien conscient, que 14 jours, ça existe, du coup, et notamment pour ceux qui sont commerçants classiques et qui sont en train de passer à l'e-commerce, c'est de se dire, ben voilà, le consommateur qui va vous acheter en ligne, il a ce droit-là, donc il faut l'intégrer. Et donc, si jamais il demande à être remboursé et à vous retourner le produit, il faut avoir mis en place le service et c'est normal au titre de l'e-commerce. Et puis après, voilà, c'est de voir comment au niveau pratique s'exerce ce droit de rétractation et qu'est-ce que vous faites derrière? Est-ce que vous lui envoyez une étiquette à poser sur son colis ou qui permet de déposer le colis dans un point Donc là, relais je précise la question, c'est pour des créations commandées sur mesure. Ah. Ben ce que je veux dire, c'est que je pense que ce droit s'exerce à partir du moment où c'est une vente en ligne, que ce soit entre guillemets un produit personnalisé, donc ou sur mesure, ou même si c'était n'importe quoi, une sneakers, une basket, que la personne peut la personnaliser en ligne. Ce droit de rétractation de 14 jours s'exerce même si le produit ou service vendu est un produit personnalisé. Donc du coup, ce qui peut poser des problèmes, mais je pense qu'il s'exerce. D'accord. Une autre question, c'est une personne qui vend deux services bien distincts notamment sur des contrats généraux de vente, CGV, donc les services de carte grise et de COC et des véhicules d'occasion. Donc il a bien rédigé les deux contrats généraux de vente différents par un avocat pour que ce soit clair pour les clients. Est-ce qu'il peut avoir deux CGV ou un seul sur le site?
Bonne question. Parce qu'en fait, il le vend parce qu'en général, les conditions générales de vente, c'est des conditions uniques sur un site. Là, sauf qu'il y a deux prestations très différentes. Tout Euh, à fait. voilà. Donc, le mieux, entre guillemets, ça presse d'avoir une sorte un site dédié aux cartes grises avec des conditions générales de vente. Si ça suppose, en fait, de faire évoluer, de faire des conditions générales de vente spécifiques à carte grise, et un autre site sur les voitures d'occasion. C'est assez différent. Euh, euh, ou sinon, ça veut dire, alors, est-ce qu'on peut avoir sur un même site, en fait, des conditions générales de vente spécifiques à des typologies de produits? euh, je pense que c'est faisable, mais là, il faut demander à un avocat comment il, voilà. Mais simplement, il faut bien qu'il y ait un lien très clair entre la prestation de service ou la vente de produits qui est faite et les conditions générales de vente qui s'appliquent à ce service-là. Donc, je pense que ça doit être faisable. Moi, j'aurais tendance à dire, il vaut mieux avoir quelque part deux sites, quitte à ce que sur un site, vous ayez les deux offres, mais en fait, la partie contractualisation, en fait, vous basculez sur l'autre site. Ça veut dire que vous avez un site général, comme vous êtes au jour d'aujourd'hui, et simplement les cartes grises et votre site, vous faites juste un site carte grise. Donc, vous communiquez sur votre site global. Par contre, le fait d'acheter la prestation carte grise, vous allez basculer sur un autre site qui, elle, a des conditions générales de vente spécifiques à cette prestation. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de questions encore, mais je pense qu'on a répondu à l'ensemble, on a pu balayer l'ensemble des questions. Je vous remercie déjà pour votre présence et votre implication, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a un mot, Nicolas, peut-être. Merci à tous. On essaye de respecter à peu près les timings. On sait qu'après, c'est bientôt l'heure de reprendre pour certains. Donc, bon courage. Et puis, à très bientôt. Voilà, tous les mardis à 13h. Voilà, Merci à merci tous. à tous pour vos questions. Voilà, je laisse terminer, Oui. clôturer éventuellement. Oui, bah en fait on a eu beaucoup de questions. Alors malheureusement on n'a pas pu répondre à toutes. Ce que je souhaitais en fait vous préciser, c'est simplement parce qu'on a eu beaucoup de demandes à ce sujet, que oui, on va vous envoyer donc à la fin de ce webinaire donc un mail dans lequel donc vous pourrez donc retrouver le replay donc de ce webinaire, un dossier thématique également avec quelques études, des témoignages, des vidéos hein, pour si vous souhaitez approfondir le sujet. À noter donc que l'adresse vous a été communiquée également dans le chat, mais vous pouvez retrouver beaucoup de réponses aussi sur le site du campus numérique. Donc là, bon, le lien vous sera redonné également. Et voilà, merci à tous et puis bonne fin de journée. Au revoir.